Selon les chiffres officiels, la Maka est en surpopulation de 550% et les autres prisons de l'intérieur sont en surpopulation en moyenne de 300%. Citoyens, citoyennes, comme nous vous l'avons annoncé, nous faisons ce focus pour réagir au changement de dénomination de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan Maka qui est devenue PPA, Pôle pénitentiaire d'Abidjan. Quelle est l'opportunité de ce changement? Avant d'en arriver au changement, nous allons vous expliquer comment la Maka était organisée. Donc, à la Maka, il y avait 6 sites. Il y avait le bâtiment A, le bâtiment B, le bâtiment C et le bâtiment des assimilés qui était chez les hommes. Et il y avait le bâtiment des femmes et puis le centre des mineurs, le site des mineurs. Donc, ça fait pratiquement 6 sites. Et ce sont ces 6 sites-là qui ont été scindés en 5 prisons par le gouvernement cette année. Et c'est le 2 novembre 2023 que nous tous avons été officiellement informés. Sinon, le décret a été pris depuis le 18 octobre. Et donc, quelles sont les raisons pour lesquelles ce changement est intervenu? D'après ceux qui l'ont fait, c'est pour une gestion plus efficace des détenus, c'est pour renforcer la sécurité dans les prisons et un meilleur suivi des conditions de détention. C'est ce qu'ils disent. Un suivi des conditions de détention qui serait maintenant en conformité avec les droits de l'homme. Donc, le pôle pénitentiaire d'Abidjan est un service administratif qui regroupe 5 établissements pénitentiaires qu'on va vous citer maintenant. Il y a la maison d'arrêt et de correction pour femmes et enfants mineurs d'Abidjan. Et donc, c'est le centre d'observation des mineurs là, qui va servir de site à cette maison d'arrêt. Ensuite, on a la maison d'arrêt qui, tout court, qui sera logée au bâtiment A. L'ancien bâtiment A devient la maison d'arrêt tout court. Ensuite, on a la maison pénale d'Abidjan. La maison pénale d'Abidjan, c'est l'ancien bâtiment C qui devient la maison pénale d'Abidjan et elle va accueillir toutes les personnes condamnées qui ont une peine de prison égale ou supérieure à 5 ans. Voilà. Ensuite, on a la maison de correction tout court. Tout à l'heure, on vous avait dit bâtiment A, c'est maison d'arrêt tout court. Là, maintenant, on a la maison de correction d'Abidjan tout court. C'est l'ancien bâtiment B là, qui devient la maison de correction. Et elle va accueillir les personnes qui ont des peines inférieures à 5 ans. Voilà. Maintenant, avant de continuer pour faire nos analyses, nous allons vous... Voilà. Et puis, il y a la maison d'arrêt et de correction des hommes. L'ancien bâtiment des assimilés là. Assimilés là, c'était un peu comme si c'était le côté VIP de la prison chez les hommes. On dit ça là maintenant, ça s'appelle maison d'arrêt et de correction des hommes. Voilà. Et donc, ça fait 5 prisons. Donc maintenant, le nombre de prisons va passer, ça c'est la première observation que nous faisons, le nombre de choses, comment on appelle ça, de prisons va passer désormais de 33 à 38. Voilà, à 38 prisons en Côte d'Ivoire. Avant de poursuivre sur les autres observations, nous allons vous expliquer la différence entre le prévenu et le condamné. Parce que vous allez entendre souvent, on va dire condamné, on va dire prévenu, ça veut dire quoi? Le prévenu, c'est celui qui est accusé d'une infraction sans que cela n'ait encore été prouvé. Donc, on le met en prison à titre préventif. On le met en prison pour nécessité d'enquête, le temps d'établir sa culpabilité ou non. C'est lui le prévenu. Maintenant, le condamné, c'est quelqu'un qui a été déjà jugé. Lui, il est assis là-bas, là, il sait qu'il va faire 6 mois, il va faire 1 an, il va faire 10 ans, 20 ans, il est jugé. C'est lui qu'on appelle le condamné. Donc, il y a 2 catégories de prisonniers, les prévenus et les condamnés. On va revenir dessus devant là-bas quand on va vous parler des détentions abusives. Donc, la première observation, c'est le nombre de prisons qui augmente. La seconde observation, c'est que le seul avantage que nous voyons à travers ce nouveau changement, c'est que les gens seront désormais catégorisés.
même si les catégories ne sont pas très claires, puisque là, pour les femmes et les mineurs, c'est clair, pour le bâtiment B, c'est clair, pour le bâtiment C également, c'est clair, puisque bâtiment B, on dit, c'est les peines inférieures à 5 ans. Bâtiment C, on dit, c'est ceux qui ont 5 ans et plus. Mais pour le bâtiment A, là, on dit maison d'arrêt tout court, on envoie qui là-bas, on ne sait pas pour le moment. Et le bâtiment des hommes, qui est devenu, les assimilés, qui sont devenus maintenant bâtiment des hommes, là aussi, ils n'ont pas précisé c'est quels hommes, puisque c'est aussi des hommes qui sont au bâtiment A, B et C. Voilà. Donc, la deuxième observation, c'est que l'avantage, c'est que c'est catégorisé. Parce que, par exemple, chez les femmes, nous, on se plaignait du fait qu'on met toutes les sortes de détenus ensemble. Tu as tué, tu as blessé, tu as volé, tout le monde, on vous mélange. Et quand c'est comme ça, là, c'est pas bon. Parfois, ça crée beaucoup de conflits. Voilà. Quand on met les personnes de même catégorie ensemble, là, c'est mieux. Ils se connaissent entre eux là-bas. Donc, bref, la troisième observation, c'est que le découpage, là, il n'est pas logique. Il n'est pas logique. Donc, nous, on pense que ce découpage a été fait certainement pour créer des postes pour leurs amis encore. Puisque jusqu'à présent, la MACA fonctionnait avec un seul régisseur, il n'y avait pas de problème, il y avait des responsables de bâtiments. Pourquoi transformer chaque bâtiment en une prison si ce n'est pour créer des postes? Mais bon, on verra bien. Mais sinon, regardez bien ce découpage. On vous dit prison des femmes et des enfants mineurs. Tout ce qui n'est pas femme et enfant mineur, là, c'est homme. Et les 4 autres prisons, là, on vous dit qu'il y a une qui s'appelle maison d'arrêt et de correction des hommes. Mais les autres, là, ce n'est pas les hommes aussi qui sont là-bas. Ça, c'est la première incohérence. On ne devait pas appeler ça, en tout cas, des hommes. On devait dire, c'est dédié à quoi? Parce qu'au bâtiment A, B et C, là, c'est des hommes aussi qui sont là-bas. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que normalement, quand on envoie les gens en prison, là, c'est pour les corriger. C'est pour faire en sorte qu'ils fassent peau neuve, de sorte qu'à leur sortie, ils se réinsèrent mieux dans la société. C'est pour ça qu'on disait maison d'arrêt et de correction. Donc maintenant, quand on dit que le bâtiment A devient maison d'arrêt tout court, ça veut dire que eux là, ils n'ont pas droit à la correction. Ils sont maison d'arrêt tout court. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il y a certaines incohérences dans ce découpage-là. Et puis maintenant, on vous dit que le bâtiment B, c'est maison de correction. Dans tous les cas, c'est toutes des maisons d'arrêt. Ça là, il n'y a même pas de débat dessus. À partir du moment où vous êtes prisonnier quelque part, c'est une maison d'arrêt. C'est le côté correction là, qu'ils n'ont pas généralisé là, on ne comprend pas pourquoi. Mais en même temps, ce qu'il faut dire, c'est que le troisième point des objectifs là, il est très important. Ils ont dit dans le troisième point des objectifs qu'ils voulaient faire un meilleur suivi des détenus de sorte à faire les choses en conformité avec les droits de l'homme. Donc, nous allons nous apaisantir sur ce point. C'est un très, très bon objectif, mais est-ce que les gens vont véritablement prendre en compte ce qui est important? Voilà pourquoi nous allons nous apaisantir sur ce qui est important. Ce que nous inspire ce nouveau découpage-là, c'est que, premièrement, il faut qu'on tienne compte des préoccupations des prisonniers. Et nous qui sommes les ex-prisonniers, nous sommes bien placés pour vous dire ce qui serait souhaitable. Donc, on les partage. Si vous êtes de bons gouvernants, vous allez en tenir compte. Si vous n'en êtes pas, vous allez faire ce que vous voulez, mais au moins nous, on aura dit ce qu'on pense. Et donc, ce qu'on pense, c'est que premièrement, ce n'est pas le changement de dénomination, la réorganisation de l'espace qui va résoudre les problèmes de fond qui existent. Quels sont ces problèmes de fond-là? Ces problèmes de fond-là, c'est que les infrastructures carcérales sont dépassées. Elles sont inadéquates. C'est pour cela d'ailleurs que depuis 2015, l'État du Côte d'Ivoire avait décidé de construire de nouvelles prisons. Et le ministre de la Justice d'alors avait même dit qu'on a besoin de construire 22 nouvelles prisons, mais ils allaient commencer par 10. Et les 10 là même, ils ont cité les villes où ces 10 prisons-là devaient être construites. À défaut de construire de nouvelles prisons, parce que de 2015 jusqu'à aujourd'hui, c'est la prison de San Pedro qu'ils ont achevée. La prison de Guiglo, depuis 2021, en cours de construction, ce n'est pas encore fini. Donc, ça veut dire que de 2015 à 2023, même le minimum de 10 qu'ils avaient défini là, ils n'ont pas fait.
Bon, à défaut maintenant de construire de nouvelles prisons, il faut réhabiliter les prisons existantes. Mais avant de les réhabiliter, il faut réduire la surpopulation carcérale. Parce que ça là, c'est un très gros problème. Selon les chiffres officiels, la MACA est en surpopulation de 550%. Et les autres prisons de l'intérieur sont en surpopulation en moyenne de 300%. Ça veut dire qu'il y a 300 fois plus de personnes là-bas que chose. Et à la MACA, c'est 5 à 6 fois plus. En réalité, même, c'est 7 fois plus. Parce que la capacité de la MACA est de 1500 places. Mais on a au minimum 9000 personnes. Quand on prend les 9000 là, ça fait 6 fois plus. Mais parfois même, ils montent à 11 000. Hein? Donc, 7 fois plus. Donc, il y a un problème. Et donc, pour que cette surpopulation-là soit réglée, ce n'est pas compliqué. La première chose qu'il faut faire, c'est de prendre un décret. Un décret pour que les condamnés qui n'ont pas de crime de sang, là, on les libère. On les libère. Ou bien ceux qui ont déjà purgé la moitié de leur peine, là, on les libère. Parce que quelqu'un qui a commis un crime, on lui a donné 20 ans. S'il a déjà fait 10 ans, nous pensons que c'est quelqu'un qui a eu le temps de réfléchir. On l'a pas envoyé là-bas pour le tuer. On voulait lui faire regretter son acte et lui permettre de réfléchir à comment il va réorienter sa vie. C'est pour ça qu'on parle de moyens, maison de correction. Malheureusement, les conditions ne sont pas réunies pour que le côté correctionnel soit effectif. Il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas d'aide de sport. On se débrouille hein, pour pratiquer le sport, mais ça aurait dû être mieux. Il aurait dû avoir des infrastructures meilleures. Chez les mineurs, par exemple, là, des jeunes qui ont beaucoup d'énergie, les terrains de sport ne sont pas fonctionnels. Vous voyez? Les ateliers de formation qui avaient été créés ont été démantelés pendant la Covid. Ça n'a pas été reconstitué. Donc, les gens sont là-bas comme ça favorise la violence, ça favorise beaucoup de choses. Donc, pour revenir sur ce qu'on était en train de dire, il faut réduire la population carcérale en faisant des remises de peine à tous ceux qui n'ont pas commis de crimes de sang et qui ont purgé au moins la moitié de leur peine. Ça va déjà désengorger les prisons. La deuxième chose, c'est de ne pas mettre les gens en prison pour les mettre en prison. Tu as volé 19 000 €, on te met en prison. Tu as volé 100 millions €, on te met en prison. Alors qu'il y a des délits pour lesquels on devait pouvoir trouver le cadre de régler ça. Moi, j'ai déjà vu ça. Il y a une femme là, est-ce que quelqu'un même qui est normal là, il peut voler 19 000 €? Il y a une femme qui a volé 19 000, mais parce qu'elle n'est pas mentalement bien portante. Et on l'a emmenée en prison. Elle est arrivée en prison là, elle ne sait même pas qu'elle est en prison. Le soir, elle ramasse ses bagages et dit elle s'en va. Et là encore, au lieu d'essayer de la raisonner, la chose, on la brutalise, on la frappe, alors que ce n'est même pas sa faute. La prison ne doit pas être aussi un lieu de règlement de compte pour les tenants du pouvoir. Vous avez vu plusieurs vidéos où des gens menacent même les policiers pour dire « je connais ton patron, je vais te faire enfermer, ceci, cela ». C'est ce que les gens font. Dès qu'ils ont un problème avec quelqu'un, quand ils connaissent quelqu'un dans le système, ça devient une affaire de prison. Même quand ils ont tort, ils mettent en prison qui ils veulent. Donc, on met en prison n'importe comment les gens. Ce n'est pas sérieux. Il faut qu'on filtre. Il faut qu'on classifie les délits de sorte qu'il y ait des délits pour lesquels il y ait des règlements à l'amiable sous la supervision de la justice sans que les gens n'aillent en prison. La deuxième chose, c'est de respecter le temps légal de détention. Parce qu'il y a des détentions préventives abusives et il y a des milliers de personnes qui sont concernées par cette situation. Vous voyez que si ça c'est réglé, forcément les prisons vont se désengorger. Donc là, on va vous lire les articles. C'est important parce que quand je parle comme ça, là, il y a certains qui peuvent penser que on parle pour parler. On va vous lire là, les articles qui concernent la détention préventive. Et puis, on va poursuivre avec nos propositions. Hein? Donc, je tiens ici le code de procédure pénale. Et l'article 162 dit ceci.
La détention préventive ne peut être ordonnée que si l'inculpé encourt une peine privative de liberté d'au moins 2 ans. Ça veut dire que, en principe, si votre peine privative ne doit pas excéder 2 ans, c'est là qu'on vous met en détention préventive. Et en général, quand on vous met en détention préventive, c'est pour nécessité d'enquête. Et il y a des règles. Je vous explique. L'article 166 dit en matière correctionnelle, parce qu'il y a les crimes et puis il y a les délits. Donc, en matière correctionnelle, ça c'est pour les délits, la détention préventive ne peut excéder 6 mois. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que tout ce qui emmène quelqu'un en prison, là, on appelle ça de façon générale infraction. Maintenant, dans les infractions, là, il y a des catégories. Il y a les contraventions. Quand, par exemple, vous n'avez pas respecté le code de la route, on vous donne une contravention. Est-ce que vous voyez? Et puis, il y a ce qu'on appelle les délits. Et puis, il y a ce qu'on appelle les crimes. C'est graduel. Donc, normalement, un délit, là, vous n'avez pas plus de 10 ans de prison et vous n'avez pas plus de 360 000 francs d'amende. Et un crime, vous avez plus de 10 ans de prison et vous avez plus de 360 000 francs d'amende. Maintenant, dans les contraventions, là, bon, ça, c'est des petites choses en général. 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est pas grand chose. Donc, voilà un peu. Donc, ici, on vous dit à l'article 166 que en matière correctionnelle, la détention préventive ne peut excéder 6 mois. Ça veut dire que si vous êtes dans un délit où normalement vous ne devez pas dépasser 10 mois et que 10 ans et qu'on vous envoie en prison, vous dépassez 6 mois là, normalement on doit vous libérer. Si au bout de 6 mois, eux ils n'ont pas fini l'enquête qui permet de savoir si vous êtes coupable ou pas, on doit vous libérer. Parce qu'en principe, en Côte d'Ivoire, c'est la présomption d'innocence qui prévaut. Ça veut dire que, a priori, tant que votre culpabilité n'a pas été prouvée, vous êtes innocent. Donc, normalement, même, on ne devait pas vous mettre en prison. Mais si pour nécessité d'enquête, on vous a mis en prison, cette détention-là ne doit pas excéder 6 mois. Et si jamais elle doit excéder 6 mois, il faut que le juge justifie. Donc, c'est pas normal que vous soyez assis là-bas, les 6 mois passent, on ne vous appelle pas pour vous dire quelque chose avant de prolonger. Et ça, pour nous, les prisonniers politiques, ils le font parce qu'ils savent qu'on connaît nos droits. Mais pour les autres, ils ne le font pas. Il y a des gens qui sont en prison depuis 10 ans, on ne les a pas jugés. Il y a une jeune femme qui s'appelle Ouattara Laetitia. Elle a été emprisonnée pour coups et blessures. Coups et blessures, là, en général, le délit ne dépasse pas 5 ans. Mais elle a dépassé 5 ans en prison. On ne l'a pas encore jugée, puis elle est encore là-bas. Parce qu'elle n'a pas avocat. Ça veut dire que le système ne fonctionne pas bien. Elle a un avocat ou non, on devait pouvoir la libérer. Et comme elle aussi, elle ne connaît pas ses droits, elle ne sait pas qu'elle-même, elle peut écrire. On va arriver à ça tout à l'heure. Donc, on était en train de parler de la matière correctionnelle. En matière correctionnelle, ça ne doit pas excéder 6 mois. Et si ça doit excéder 6 mois, le juge doit le justifier. On vous appelle pour vous le notifier. Ensuite, en matière criminelle, la détention préventive ne peut excéder 8 mois. C'est-à-dire même les gens qui ont tué là, on ne doit pas les garder en prison plus de 8 mois sans jugement. Et là aussi, c'est la même chose. Si on estime que pour nécessité d'enquête, on doit prolonger le temps là, on doit appeler la personne, on lui explique pourquoi, et puis on prolonge, mais on prolonge une seule fois. Et comme je vous disais, il y a plein de gens en prison. On vous a parlé de Axel, Bleu Axel Boris. Il a été emprisonné en 2013. Il avait 21 ans. Il a fait 9 ans en prison. Il a eu ses 30 ans en prison cette année-là. Est-ce que c'est normal? Il n'a pas été jugé. Et puis, si jamais on veut vous libérer là, on ne vous dédommage pas. Hein? C'est votre temps, on a perdu. C'est vos années, on a perdu. Donc, c'est quoi on était en train de dire? C'est qu'il faut réduire les détentions abusives. Tout ça, ça va... Parce qu'on était en train de donner les points pour désengorger les prisons. Ne nous écartons pas de notre objectif. Donc, ce qu'on aimerait dire, c'est qu'il est écrit ici dans l'article 167, le dernier alinéa, qu'à l'issue des délais sus-indiqués, l'inculpé en détention injustifiée doit être mis en liberté d'office. Ça veut dire que tous ceux pour qui on n'a pas respecté ces clauses-là, on doit les libérer immédiatement, automatiquement, sans délai. Mais ici, là, on fait ce qu'on veut.
On maintient enfin des gens là-bas comme ça. Vous voyez? La dernière chose que je veux partager avec vous avant de poursuivre, c'est le fait que même quand vous n'avez pas d'avocat là, vous-même, vous pouvez demander votre liberté. Et ça là, vraiment, dites ça à tous nos amis prisonniers là. Faut pas, ils vont avoir peur. Toi-même, tu peux écrire pour demander ta liberté. Et voilà l'article qui le dit, l'article 172. On dit en toute matière, ça dit que ce soit en correctionnel ou en criminel, quand tout ce qu'on a dit là n'est pas respecté là. Donc en toute matière, l'inculpé placé en détention préventive ou son avocat peut à tout moment demander sa mise en liberté sous les obligations prévues à l'article précédent. La demande de mise en liberté est adressée par lettre au juge d'instruction qui communique dans les 24 heures le dossier au procureur de la République. Et le procureur de la République a 3 jours pour répondre. Donc, vraiment, les gens abusent parce que certains prisonniers ne connaissent pas leurs droits, alors qu'il faut vraiment qu'on désengorge les prisons. C'est très important. Donc, on a dit, pour désengorger les prisons, il faut faire des remises de peine. Ceux qui n'ont pas commis des crimes de sang, là, il faut permettre que s'ils ont purgé la moitié de leur peine, ils s'en aillent. Deuxièmement, il faut que les prévenus qui ont dépassé le temps légal soient libérés parce qu'on les détient abusivement. C'est pas normal. Donc, on vous a lu toutes les conditions de détention, c'est important. Ensuite, on vous a dit aussi qu'il y a des infractions pour lesquelles on ne doit pas mettre les gens en prison n'importe comment. La prison, là, c'est pas un lieu de règlement de compte ou bien pour montrer votre puissance, votre pouvoir. C'est pas comme ça. Et la justice ne devait pas se prêter à ce jeu. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, ici, c'est ce qui se passe. Il faut arrêter de mettre n'importe qui en prison, n'importe comment. Il y a des affaires qu'on peut régler en dehors de la prison. La quatrième chose, c'est de respecter les grâces présidentielles. Ça, là, on a parlé de ça quand on est fatigué. Le président se lève, il vient, il dit on va libérer 2000 personnes. Et puis on libère même pas 200 personnes. Il faut qu'on respecte les grâces présidentielles. Parce que tout ça, ça permet de désengorger les prisons. On a tellement parlé de ça, même qu'en août passé, là, il a parlé, il n'a pas fait grâce. Je ne sais pas si c'est la honte ou bien si c'est quoi. Mais il faut que, quand on dit là, on fasse. Quand on a décidé de faire une grâce présidentielle, il faut qu'on la respecte. Il faut aussi que les remises de peine soient respectées. Sinon, ça devient de grosses arnaques et ça ouvre la porte encore à la corruption. Parce que dans tout ça là, il y a des personnes même qui ne devaient pas sortir, qui se glissent dedans parce qu'ils ont payé un tel ou un tel autre et puis ils sortent. C'est pas sérieux, c'est pas bien. C'est pour ça qu'on dit depuis là, on n'est pas dans un état de droit là. C'est tout ça là. La justice ne fonctionne pas correctement. Voilà. Donc, ça, c'est les observations que nous faisons par rapport au fait qu'il faille désengorger les prisons, il faille réduire la surpopulation carcérale. L'autre chose qu'il faut faire, on l'avait aussi dit déjà, c'est la promesse de construire de nouvelles prisons là, qui n'a pas été tenue, il faut tenir ça. Maintenant, par rapport aux conditions de détention, il y a plusieurs points. L'assistance juridique. Vous voyez qu'on vient de parler des détentions abusives, c'est parce que beaucoup de prisonniers ne sont pas assistés. Les avocats d'office, ça n'existe pas dans notre pays. Si ça existe, les gens ne maîtrisent pas les procédures. Parce que moi, on m'a dit que ça existe, mais la procédure est compliquée. Il faut la simplifier. Pour que ceux qui n'ont pas les moyens, là, l'État puisse leur donner un avocat, pour qu'ils soient assistés afin qu'on évite ces histoires de détention abusive. Voilà. Et ça permettra aussi de filtrer un peu aussi les délits, là. Voilà. Maintenant, par rapport à la santé, c'est pas normal qu'on mette des fous avec des personnes bien portantes. Ça, là, ça fait partie des conditions de détention. Améliorer ça. Vous avez découpé prison en 1000, là. Faites en sorte que ces choses-là, ça n'existe plus. Il y a des personnes qui sont folles, et puis on les met en prison, et les personnes normales. Elles agressent les autres. Ça crée beaucoup de désagréments. En tout cas, c'est pas sérieux. Maintenant, pour la santé physique, là, les infirmeries ne sont pas bien équipées. Et les médicaments aussi ne sont pas suffisants. Et il faut que la procédure de prise en charge des malades là, soit simplifiée. Parce que parfois, les gens même sont malades tellement la procédure est compliquée, ils meurent. Les ambulances ne sont pas suffisantes. Il y a une seule ambulance. Donc, quand il y a problème, s'il y a plusieurs problèmes, là, les gens priorisent. Il faut revoir ça et rendre le service social plus dynamique.
Parce que même là, des fois, même ils veulent aider des gens, la procédure est tellement bizarre qu'ils n'arrivent même pas à bien faire leur travail. Donc vraiment, il faut regarder ça. Il y a le côté de la nourriture. Il faut améliorer les conditions d'alimentation des prisonniers. Ce n'est pas des animaux. Et comme je le disais tout à l'heure, on ne les envoie pas là-bas pour mourir. Ils ont aussi des droits. Chez les hommes, là, la nourriture qu'on distribue, là, c'est pas bon. Et c'est pour ça que tout à l'heure, là, on vous parlait de l'ONG Don't Forget Them. Parce que ceux qui ne peuvent pas préparer, là, la nourriture de bonne qualité que l'ONG vend, là, ça les aide. Ceux qui sont démunis, là, l'ONG leur donne, ça les aide. Ceux qui sont à l'infirmerie, l'ONG leur donne, ça les aide. Il faut ramener, faire reprendre les activités de cette ONG-là en conformité avec la volonté du chef de l'État de donner une seconde chance aux jeunes même en général. Et il y a des jeunes parmi les prisonniers. Je crois fermement en votre capacité à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'ai décidé de faire de 2023 l'année de la jeunesse. Je répète, 2023 sera l'année de la jeunesse. Nous allons renforcer et accélérer notre dispositif d'accompagnement de nos jeunes à travers de nombreuses actions, notamment le renforcement et l'expansion des écoles de la seconde chance pour ceux qui sont sortis trop tôt du système éducatif ou qui souhaitent se réorienter. L'amélioration de l'employabilité de notre système de formation professionnelle et universitaire. L'accélération de la construction d'infrastructures sportives et récréatives. Le renforcement de l'encadrement et du financement direct des projets jeunes. Participation plus accrue des jeunes au marché public de l'État et la mise en place d'un incubateur pour l'innovation et l'entrepreneuriat pour catalyser le génie créatif de nos jeunes et accélérer le développement des startups. Non seulement il les forme, il les nourrissent, mais quand ils sortent, il les aide à se réinsérer. C'est vraiment très, très, très important. Parce qu'il y a beaucoup qui sont abandonnés par leurs parents après la prison. C'est pas facile. Beaucoup sont stigmatisés et ils ont du mal à se réinsérer professionnellement, socialement. Donc vraiment, on voudrait demander aux responsables de l'administration pénitentiaire de regarder de près ce problème-là, permettre que l'ONG reprenne ses activités et vous devez même renforcer les activités de formation pour que, à la sortie, les prisonniers sortent en ayant un meilleur fonds, de meilleures dispositions. Voilà. Donc, il y a les rapports aussi entre les détenus. On va terminer par ça. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de brimade. Parce que dans les prisons, là, c'est difficile. Quand la surveillance n'est pas bonne, il y a des abus de pouvoir et de la part des gardes et de la part des responsables de bâtiments. Et ça crée vraiment beaucoup de problèmes aussi au sein des prisons, des abus sexuels. Il y a plein de choses qui se passent, c'est vraiment dangereux. Voilà. Donc, votre affaire de dire, vous mettez les femmes à elles, les mineurs, là, j'espère que c'est en les séparant bien, que c'est administrativement qu'ils sont ensemble, mais ils seront chacun dans leur coin. Parce que déjà, quand moi j'étais là-bas, les mineurs, on ne sait pas comment ils s'arrangeaient. Ils arrivaient même à arriver chez les femmes pour voler. Donc, votre affaire de les mettre ensemble, là, si c'est administrativement, il n'y a pas de problème. Mais dans les faits, il va falloir bien surveiller. Parce qu'il y a des mineurs, même quand ils les regardent, là, ils ne ressemblent pas à mineurs. On ne sait pas comment on les identifie, mais vraiment, ils sont bien formés, même on dit c'est des mineurs. Donc, vraiment, faites attention à tout ça. Et puis, bon, voilà, je pense qu'on a dit l'essentiel. On reviendra sur les points qu'on n'a pas abordés en d'autres circonstances. Mais en conclusion, on aimerait dire à l'administration pénitentiaire de ne pas déplacer les problèmes. Si vous voulez réorganiser les choses, c'est de votre droit. Mais attaquez-vous aux problèmes de fond. Les problèmes de fond, c'est la surpopulation, c'est les mauvaises conditions de détention, c'est aussi les détentions abusives. Attaquez-vous aux problèmes de fond. Voilà. Donc, on vous dit à bientôt pour un prochain focus en espérant que ce focus vous aura été utile.